Alors, on va à présent écouter Anthony Laurent, qui est rédacteur en chef de Science Critique, un journaliste scientifique. Alors, Anthony Laurent ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, puisqu'il était pris par ses fonctions, hein. Donc, on a fait un entretien enregistré avec lui que je vais à présent vous diffuser. Alors, on s'est mis d'accord avec Anthony Laurent, hein, suite à cet échange, bah, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat, voilà, je m'efforcerai de répondre à vos questions. Et puis, il se tiendra bien sûr à votre disposition si vous voulez prendre contact avec lui. Donc, je vais vous diffuser cet entretien. Bonjour Anthony Laurent, merci d'avoir accepté d'intervenir lors de notre journée éthique, médiation et démocratie en santé sur les enjeux de communication au sein de la crise sanitaire et plus particulièrement sur la question des vaccins. Donc, au cours de la journée, on a fait un état des lieux, des fondements de ce qu'on peut attendre en termes de confiance avec Marc Ouniadi, des enjeux de la crise de la médiation, du rôle de la réflexion épistémologique dans la communication sur les recherches en temps d'urgence, en temps de crise. Et on vient de faire un point, une réflexion sur la communication en santé publique. Alors, on n'a pas encore abordé quand on parle de communication, quand on parle de médiation, évidemment, la question des médias, la question du journalisme, plus particulièrement du journalisme scientifique et de son rôle dans les relais d'information auprès du public. Alors, c'est un sujet qui a été et qui est encore majeur dans la crise sanitaire, puisque les médias n'ont jamais été autant consultés, d'après Médiamétrie, donc avec des records historiques pendant le premier confinement. Donc, pour donner une idée, donc, lors de ce premier confinement, selon Médiamétrie, chaque Français a passé 2h35 par jour à surfer sur Internet en mars 2020, soit une hausse de 25% par rapport à mars 2019. Donc, c'est une hausse très importante. On parle de millions et de millions de vues. Donc, quel est donc le rôle du journalisme scientifique pour diffuser une information transparente et loyale, enrichir le débat public? Alors, on peut questionner aussi ces termes, hein, transparent et loyal. Est-ce que c'est le rôle du journalisme? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Voilà, en tant que rédacteur en chef du média Science Critique, vous avez été évidemment en première ligne pour éclairer le public sur ces questions de la crise sanitaire, sur ces questions du vaccin, sur ces questions scientifiques qui ont vraiment travaillé en profondeur le débat public, et vous allez pouvoir nous éclairer sur ces enjeux. Alors, merci encore pour votre disponibilité. Tout d'abord, Anthony Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter ce média Science Critique et sa vocation? Alors, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Merci tout d'abord de votre invitation. Moi, peut-être que je vais déjà me situer. C'est toujours important quand on prend la parole publiquement de savoir d'où on parle. Donc, effectivement, je suis journaliste scientifique de formation depuis une douzaine d'années maintenant. Je suis surtout spécialisé dans les domaines de santé, on va dire, et d'environnement. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'ai créé donc ce site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences qui s'appelle Science Critique, qui est donc né en février 2015. Et en fait, ce qui a présidé, on va dire, à la création de Science Critique, le postulat de base, c'est quand même de considérer qu'en fait, Science Critique, enfin, comment je peux dire, ce qui se passe, l'important, c'est que les citoyens, les citoyennes et les citoyens puissent euh, s'approprier, enfin déjà s'informer sur le monde des sciences, sur la recherche scientifique, pour s'approprier les enjeux sociaux, politiques, éthiques que le développement des sciences et des technologies soulève. C'est-à-dire qu'en fait, Science Critique n'est pas un site de vulgarisation scientifique comme il peut en exister de nombreux par ailleurs. C'est un site qui veut en fait rendre compte, qui a l'ambition de rendre compte de la façon dont les sciences fonctionnent plutôt que de s'apesantir uniquement sur les découvertes scientifiques ou sur ces applications technologiques. En fait, c'est de parler des sciences en éclairant en informant en tout cas les lecteurs
sur leurs conséquences sociales, politiques, économiques, anthropologiques, civilisationnelles. Donc voilà, donc l'idée n'est pas tant à Sciences Critiques que de traduire des savoirs scientifiques qui sont créés donc dans les institutions scientifiques, c'est plutôt de questionner quels sont les objectifs, quelles sont les conditions de production, quels sont même les intérêts des savoirs scientifiques qui sont aujourd'hui produits. Donc, pour cela, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle les controverses sociotechniques. C'est vrai que depuis, enfin, c'est une banalité que de dire qu'aujourd'hui, les développements technoscientifiques, les développements scientifiques et techniques débordent les laboratoires. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les laboratoires, ensuite, sont diffusés dans la société 15 ans, 20 ans, 25 ans, une génération après. Et donc, le positionnement de Sciences Critiques, c'est de dire que puisque les sciences débordent des laboratoires, les citoyens, puisqu'ils sont touchés directement par ces développements-là, ont le droit d'être informés dans les laboratoires, sur les orientations de la recherche, sur les financements de la recherche, sur comment les chercheurs sont-ils influencés ou non, ou l'institution est-elle influencée ou non pour diriger la recherche. Donc, les citoyens, voilà, c'est très important que les citoyens sachent en fait finalement non pas tant quelles sont les nouvelles découvertes scientifiques, mais plus précisément comment la science elle fonctionne en interne, parce que encore une fois, comme les sciences et les techniques à un moment interfèrent avec la société, les citoyens à partir de ce moment-là ont le droit d'exprimer leur avis, devraient avoir le droit en tout cas de dire que puisque les développements technoscientifiques influent ma vie, mon mode de vie, jusqu'à mon corps, j'ai le droit de moi d'exprimer mon avis. Si les arènes démocratiques existent, j'ai le droit d'exprimer mon avis sur le développement des sciences et des technologies. Alors, bah, justement, à cette question des relations sciences-société, ça nous interroge dans le cadre de cette crise du Covid. Dans votre édito, dans l'édito du site Sciences Critiques, titré « Que connaissons-nous vraiment des sciences ?» vous dites, alors là je vous cite, hein, je cite l'éditorialiste, « Depuis quelques années déjà, les scandales médiatico-scientifiques concernent les problématiques environnementales et les questions de santé publique se multiplient. Or, ces affaires de plus en plus conflictuelles, voire virulentes, interpellent et mobilisent au-delà du seul champ scientifique. » À partir de là, ça interroge ce que vous étiez en train de commencer à définir, c'est-à-dire ce rôle social de la science. Mais quand on est un média de journalisme scientifique, au-delà de cette dimension de la vulgarisation et de la traduction du résultat des recherches, mais aussi du questionnement des recherches en elles-mêmes et de leurs conséquences sur la société, bah, comment on traite sur un média de journalisme scientifique, d'actualité qui dépasse largement justement ce champ des sciences et qui a des conséquences sur la société, l'économie, sur le système hospitalier, sur la vision qu'on peut avoir des soins, mais, mais même en restant sur les sciences, peut-être sur la vision qu'on a du rôle de la science elle-même. Alors, c'est d'une complexité folle que, en tant que journaliste scientifique, nous devons traiter des controverses sociotechniques, évidemment. C'est extrêmement, c'est aborder une complexité réelle. Néanmoins, c'est une pratique journalistique qui, à mon sens, quand on est journaliste scientifique, est une nécessité professionnelle, mais au-delà d'une nécessité professionnelle, c'est une nécessité citoyenne que d'aborder donc ces sujets-là. Donc, si par exemple le vulgarisateur scientifique, lui, a uniquement pour source des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, ou des représentants du monde scientifique, donc, il n'a que ces sources-là pour faire son travail de vulgarisateur, donc c'est-à-dire de ce que vous disiez, de traduction de savoir scientifique auprès d'un public qu'on préfigure, qu'on présuppose être ignorant. Quand on est dans un autre type de journalisme, pour moi, c'est deux types de journalisme scientifique différents, bien que les deux puissent se
se retrouver, s'imbriquer. Le journaliste scientifique, donc, c'est une nécessité aujourd'hui pour le grand public, mais aussi pour la profession de journaliste, que de s'intéresser, que de prendre à bras le corps cette complexité des sciences. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Comment fait-on? Alors, d'un point de vue strictement méthodologique, moi je suis simplement journaliste, donc je peux faire simplement un témoignage de ma pratique. Pardon. Même si j'ai quelques notions en sociologie, histoire et philosophie des sciences qui sont bien utiles, et peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais déjà, en tant que journaliste scientifique qui devons couvrir des controverses, il s'agit, de prime abord, je dirais, de désacraliser, de démythifier l'activité scientifique, la figure du chercheur. Un journaliste scientifique, finalement, est un citoyen comme les autres, et il peut être, bien malgré lui, influencé ou impressionné par ce qu'on appelle la blouse blanche. Donc, la nécessité pour le journaliste scientifique, c'est de, évidemment, prendre en compte le travail scientifique réalisé, c'est de prendre au sérieux, bien sûr, les savoirs scientifiques, mais sans les sacraliser, sans en faire les seuls outils d'analyse d'une situation controversée. En fait, il s'agit pour le journaliste scientifique de prendre ces savoirs scientifiques, voilà, qui sont des savoirs robustes, qui sont des savoirs qui sont obtenus par des méthodes, par les méthodes scientifiques, mais qu'il s'agit de s'intéresser aux controverses sociotechniques, le journaliste scientifique aurait tort que de n'avoir comme interlocuteur que les scientifiques professionnels, institutionnels, officiels, comme on pourrait dire. Donc, très concrètement, pour un journaliste scientifique, c'est multiplier ses sources. C'est-à-dire que sur les thèmes précisément de l'environnement et de la santé publique, ce qui est extrêmement important, c'est que les savoirs sur ces sujets environnementaux et de santé publique sont produits, utilisés, amendés, enrichis par d'autres collectifs que les seuls chercheurs. Donc, il y a des industriels, des firmes internationales, multinationales, privées qui produisent des savoirs scientifiques, des informations scientifiques. Tout du moins, on peut retrouver aussi des collectifs d'associations, des associations de citoyens qui, eux aussi, sont des parties prenantes, on va dire, des controverses scientifiques. Donc, quand on est journaliste, on va finalement s'enquérir, s'informer, avoir comme source, avoir plus de sources possibles autour de l'objet technoscientifique qui nous intéresse. Et j'ai coutume de dire, en fait, que le journaliste scientifique aujourd'hui, particulièrement après des décennies de scandales sanitaires et autres, la vache folle, le sang contaminé, le Mediator, etc., le journaliste scientifique, à mon sens, celui qui, voilà, qui fait un travail de qualité, devrait avoir ce même travail d'impertinence que le journaliste politique a avec le monde politique. La communauté scientifique a une certaine autorité, elle bénéficie de certains privilèges sociaux, d'une certaine reconnaissance sociale, d'un certain pouvoir à travers sa position sociale, sociétale, à travers l'expertise scientifique qui quand même éclaire le pouvoir politique. Et donc, et puis aussi parce que certains scientifiques travaillent aussi dans des firmes multinationales, etc. Donc, ils ont un pouvoir économique d'une certaine façon. Je dirais que le journaliste scientifique a un travail d'impertinence, de regard critique à incarner et à animer quand il s'adresse à la communauté des chercheurs. Et je pense que dans le milieu du journalisme scientifique, il y a une certaine déférence, un certain complexe d'infériorité, disons-le, vis-à-vis du monde scientifique, et contre lequel il faut un peu lutter. Donc je dirais, en gros, il faut multiplier les sources sur un sujet, puisqu'encore une fois, et c'est a fortiori le cas dans le domaine dans les dossiers médicaux, je dirais, les victimes, les patients, les usagers, consommateurs de médicaments, etc., développent des expériences empiriques, des savoirs particuliers qui sont tout aussi intéressants. Je ne dis pas qu'ils sont plus intéressants et plus importants que les savoirs scientifiques, mais ces savoirs formulés par des patients ou les savoirs formulés même par des laboratoires pharmaceutiques ou par les industriels sont d'importance pour comprendre les controverses sociotechniques. Autant, pas plus, pas moins, autant que les savoirs scientifiques, à la condition, là encore, pour le journaliste scientifique, que de bien connaître les conditions de production de ces savoirs.
C'est-à-dire c'est là où le journaliste scientifique il pourrait être utilement outillé s'il a des connaissances en sociologie des sciences, en philosophie des sciences, en histoire des sciences, en anthropologie des sciences. Et ce qui est important aussi pour comprendre le fonctionnement des sciences, c'est à la fois, je disais, de multiplier les sources d'information, mais c'est aussi, pour le journalisme, c'est valable aussi pour les scientifiques, d'avoir une culture de comment sont produits les savoirs scientifiques, les savoirs industriels, les savoirs paysans, les savoirs associatifs, les savoirs citoyens, les savoirs autochtones. Et tous ces savoirs, si on arrive à les décrypter, justement, peuvent donner un bon aperçu, pas de façon exhaustive bien sûr, mais un bon aperçu justement de la complexité d'une controverse sociotechnique. Et l'enjeu du journalisme scientifique, l'enjeu du journalisme, enfin, pour le journaliste, n'est jamais là en théorie pour fermer les discussions. Donc le journaliste scientifique, pardon, comme le journaliste, n'importe quel journaliste, est là aussi, et peut-être avant tout, pour poser des questions. Poser des questions sur une controverse. Donc il n'a jamais la prétention de clore un débat. Il a au contraire, il devrait avoir en tout cas l'ambition d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des horizons et d'amener, de donner à voir qu'il y a d'autres façons d'aborder des enjeux, d'autres façons d'aborder des problèmes, voilà, du point de vue de l'institution scientifique, du point de vue de l'État, du point de vue de l'industriel, du point de vue de l'association. Et le journaliste a au moins la déontologie que d'aller voir cette multiplicité d'acteurs et de comprendre leur positionnement, de comprendre d'où ils parlent, de comprendre les intérêts qu'ils défendent, les visions du monde qu'ils défendent, parce qu'en fait, finalement, une complexe sociotechnique, c'est un grand théâtre, et en fait, le journaliste scientifique n'a pas pour ambition de clore et de fermer ce monde, mais en tout cas d'en donner à voir toute la complexité. Oui, bah effectivement, merci pour cette réponse très riche. Ça pose la question, effectivement, de la place qu'on donne à l'éthique dans les angles journalistiques également. C'est-à-dire que c'est en tant que chargé de la médiation, que responsable de la médiation à l'espace éthique, je me suis vite rendu compte avec mes collègues hein, que les papiers journalistiques sur la crise sanitaire, mais avant ça, sur les questions de bioéthique, depuis les états généraux de la bioéthique, faisaient place à l'éthique, mais souvent en conclusion, c'est-à-dire pour ouvrir en disant et cela pose de nombreux enjeux éthiques sans jamais faire un angle éthique, c'est-à-dire c'est un point de fuite. Et or, ça pourrait être vraiment un angle journalistique à part entière, comme vous le dites, hein, en faisant toute la place à l'explication des lignes de fracture dans un débat autour des questions de valeurs qui sont mobilisées, autour des questions des finalités aussi de nos actions et des conséquences qu'elles peuvent avoir, autant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue social, que d'un point de vue économique, que d'un point de vue culturel, etc. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire aussi, nous, en tant que structure, en tant qu'espace éthique d'Île-de-France, en travaillant avec des médias, en travaillant avec des journalistes, de leur indiquer comme ça qu'il est possible aussi de créer des angles, non pas uniquement autour de polémiques, mais aussi autour de la structure du débat public. Voilà, comme le dit le philosophe Patrick Vivray, que j'aime bien citer, se mettre d'accord sur nos désaccords. C'est peut-être aussi le rôle du journalisme, plutôt que simplement de mettre du citron sur certaines plaies en se faisant l'écho de quelques paroles qui font vendre, enfin de quelques paroles qui vont permettre de trancher dans le débat sans qu'on ait une vision complète du débat. C'est-à-dire que faire la place à des paroles vives, à des paroles polémiques, pourquoi pas, mais il faut les remettre en perspective et savoir pourquoi telle personne s'exprime, selon quelle valeur, quelle vision du monde a cette personne, etc. C'est ça qui me semble fondamental. Donc, du coup, ça ne consiste absolument pas à ostraciser certaines personnes sous prétexte qu'elles seraient éthiques ou qu'elles ne seraient pas éthiques. Ce n'est pas une vision de l'éthique comme une morale, mais de l'éthique comme une méthode de réflexion autour des valeurs, des finalités de nos actions et de leurs conséquences. Donc, ça change vraiment, ça pourrait changer aussi la manière d'aborder cette manière journalistique d'aborder des questions beaucoup plus larges, enfin, à portée scientifique, mais qui montrent que les innovations scientifiques ont une portée sociale et économique très forte.
Oui, oui. Mais je pense que, en fait, comme il y a un problème de formation, enfin un problème, je dis ça de façon un peu provocatrice, mais comme il y a un problème de formation scientifique, il y a également en parallèle un problème de formation en journalisme scientifique. Pour m'expliquer, je veux dire que il est souvent fait état, mais ça tend un peu à s'améliorer, on va dire, ces dernières années, mais bon, la plupart des scientifiques que je rencontre, des scientifiques critiques, etc., quand même reconnaissent, même les ingénieurs des grandes écoles, reconnaissent que ils n'ont aucun recul, ils n'ont pas, je dirais, de culture humaniste, ils n'ont pas de ce qu'on appelle aujourd'hui des humanités sur leur propre discipline. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont formés techniquement, méthodiquement, méthodologiquement, mais ont-ils simplement un aperçu de l'histoire de leur discipline, des controverses historiques de leur discipline, sont-ils simplement sensibilisés à la responsabilité sociale et éthique de leurs travaux, de leur rôle, ont-ils des cours simplement d'éthique? Donc déjà, la question se pose assez fondamentalement dans la recherche scientifique et dans la formation des ingénieurs. Et ben encore, elle se pose encore plus auprès des journalistes scientifiques qui, je rappelle que pour certains journalistes scientifiques, certains n'ont pas de formation scientifique. Si vous voulez, il y a deux façons d'être journaliste scientifique aujourd'hui. C'est d'avoir eu un cursus, une formation journalistique en sciences dures, on va dire, puis être ensuite, avoir développé des compétences journalistiques sur le tard. Soit c'est l'inverse, soit c'est le journaliste scientifique aujourd'hui a déjà une formation de journaliste généraliste et ensuite, par le gré de ses intérêts, de ses opportunités professionnelles, il devient journaliste politique, journaliste sportif, journaliste scientifique, etc. Donc il y a aussi tout un problème de formation du journaliste scientifique. Il peut déjà ne pas avoir connaissance de comment se passe la recherche véritablement, mais encore en plus, il pourrait ne pas envisager que la science puisse poser problème. C'est-à-dire, un scientifique, mais a fortiori plus un journaliste, pourrait être traversé, pourrait être convaincu que la science n'est pas questionnable, la science n'a pas d'effet problématique, que la science est un peu hors sol, qu'elle est un peu pure, peut-être qu'il est encore habité, hein, que le journaliste scientifique, malgré tout, est habité encore par cette croyance, par ce mythe. Euh, donc, donc il y a un problème de formation. C'est pour ça que ce que vous disiez en fonction enfin, ce que vous disiez sur le fait que les questions éthiques, finalement, c'est toujours en chute, c'est toujours dans les dernières lignes des articles, précisément parce que les journalistes n'ont peut-être n'arrivent jamais à se poser la question que, eh ben, est-ce que le scientifique qui a devant moi, ou est-ce que le programme de recherche dans lequel il fait ses travaux a vraiment une utilité sociale, est vraiment porteuse de bienfaits et de bénéfices pour l'humanité, ou alors ce programme de recherche pose-t-il de graves problèmes dans le monde de la recherche, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des rapports sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des recherches qui peuvent être problématiques d'un point de vue sociétal, politique, sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique, dans la robotisation, etc. Tous ces développements technoscientifiques posent de sérieux problèmes. Et il est vrai, comme vous le dites, que les journalistes scientifiques n'en font pas leurs angles principaux, leurs sujets principaux, parce qu'ils sont plutôt, ça c'est aussi tributaire du modèle économique des médias, c'est que les médias, aujourd'hui, le modèle économique, c'est de vendre. Le modèle économique, en gros, c'est l'audience. Donc aujourd'hui, la plupart des médias, il ne faut jamais l'oublier, ont la nécessité de faire de l'audience, de faire de l'audimat, de faire du buzz. Et ça au détriment de la compréhension fine et intelligente des controverses. Donc évidemment, parler des controverses, comme je le disais tout à l'heure, de façon complexe, avec une pluralité de voix, de points de vue, revenir sur les trajectoires des chercheurs, comprendre dans quelles conditions les savoirs sont construits. Ça demande du temps, ça demande de départir du diktat de l'immédiateté, et donc c'est peu en phase avec le fonctionnement interne des rédactions et des médias aujourd'hui. Donc, il y a à la fois un problème de formation des journalistes scientifiques, un problème de représentation que les journalistes scientifiques font du monde de la recherche, et puis un problème aussi des conditions d'employabilité, des conditions de travail des journalistes qui sont toujours, enfin pas tous, mais qui sont pour la plupart, on va dire, employés dans les entreprises de presse qui se vivent par les revenus, notamment les revenus publicitaires. Et heureusement,
aujourd'hui, à la faveur de la crise climatique notamment, de l'effondrement du vivant, etc., il y a plusieurs prises de conscience. Donc là encore, on peut faire des parallèles entre la science, le monde de la science et le monde du journalisme. Dans la science, il y a une nouvelle génération, malgré tout, qui se dit que demain sera peut-être pas meilleur qu'aujourd'hui ou que hier. Et donc, je pense, on a fait une étude sociologique très poussée, mais qu'il y a une nouvelle génération qui se pose vraiment avec acuité ces questions de où va-t-on, dans quel monde on vit, à quel monde on va laisser à nos enfants. Et donc, chez les journalistes scientifiques, avec peut-être un décalage temporel, en tout cas, la nouvelle génération, elle est aussi très imprégnée de ces nouvelles problématiques. Donc, je suis. Voilà, il y a différents types de journalisme scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des entreprises de presse qui fonctionnent effectivement au buzz et qui ont tendance à réduire, à dénaturer, voilà, manipuler, pour le dire d'une façon, pas intentionnellement, je veux dire, mais de façon par ignorance, les débats. Et à côté, on a à la fois des scientifiques et des journalistes scientifiques qui veulent bouger les lignes, qui ont une conscience politique et qui développent soit des thèmes de recherche pour les uns, soit des façons de faire du journalisme scientifique pour les autres. Et par exemple, aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser de plus en plus, notamment de jeunes journalistes scientifiques engagés qui s'intéressent aux questions environnementales et aux questions de santé publique en donnant précisément la parole aux contre-pouvoirs politiques et à des scientifiques critiques et à des experts aussi indépendants. Voilà, il y a effectivement un peu un parallèle. Peut-être que les journalistes scientifiques ont trop tendance à considérer que la science, ce que fait scientifique et valeur sont différents, que la science et la morale sont deux choses complètement différentes, que science et politique sont deux mondes cloisonnés, alors qu'en réalité, tout ça s'interpénètre et s'imbrique. Et le journaliste scientifique a l'impérieuse nécessité que de le savoir pour faire idéalement son travail. Ça pose effectivement cette question de la responsabilité du journaliste scientifique. Quelle est sa responsabilité dans l'espace médiatique? Je pense que cette dimension-là de la prise en compte de l'incertitude dans les sciences, cette prise en compte des valeurs, enfin des valeurs divergentes qu'il peut y avoir entre différentes équipes de recherche ou différentes façons de concevoir la science en intégrant le public ou en n'intégrant pas, en intégrant la dimension de la pertinence des recherches ou pas, etc. Ça peut vraiment apporter un éclairage particulier au public pour comprendre les enjeux. Peut-être une autre réflexion suite à ce que vous venez de nous dire. Je me dis que peut-être aussi ce manque de culture scientifique de la part des journalistes compte beaucoup aussi dans la couverture médiatique actuelle du vaccin et de la crise sanitaire, et compte peut-être beaucoup aussi dans cette difficile prise en compte de l'incertitude à la fois quant aux mesures à mettre en œuvre et aussi quant à la place de la science elle-même. C'est-à-dire, est-ce que la science vient nous apporter des solutions? Est-ce que la science a pour but de devenir immédiatement innovation thérapeutique? Est-ce que la science a pour but de nous dire le vrai? Quelle est la temporalité scientifique, la temporalité de la méthodologie scientifique, etc. Et je pense que ça compte beaucoup aussi, et ça a des conséquences assez considérables dans l'opinion publique. On l'a vu en effet avec l'affaire Raoult, qui a déclenché énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je voulais peut-être savoir, c'est de quelle manière est-ce que sur Science Critique, vous avez décidé d'aborder cette crise sanitaire ou cette question du vaccin du point de vue du journalisme scientifique. Là, on parle vraiment technique, si on veut, mais c'est intéressant. Quel type de format journalistique, comment on traite cette question-là, justement, pour aller dans la direction que vous dessinez, pour essayer d'éclairer le débat auprès du grand public? Je pense qu'en résumé, la position d'un média comme Science Critique sur ce type de controverse, la règle, c'est de se hâter lentement. Puisqu'en effet, comme vous le dites, le temps de la recherche, le temps scientifique n'est pas compatible avec le temps médiatique aujourd'hui.
Donc moi, je suis de ceux, voilà, j'ai une culture journalistique qui est celle du journalisme lent, qui rompt justement avec le modèle dominant du journalisme aujourd'hui, qui est de sortir la petite phrase, en effet, comme vous l'avez dit, de faire le buzz, de sortir tous les jours quelque chose pour qu'on ait un maximum d'audience et qu'il soit un maximum acheté. Donc, sur un média comme Science Critique, il y a déjà, voilà, c'est déjà une chose qui est de ne pas, comment je peux dire, de ne pas se laisser aller à l'immédiateté, au sensationnalisme, car je pense que c'est un problème pour les citoyens et puis pour la crédibilité de l'information et la noblesse, on va dire, du métier de journaliste. Est-ce qu'une information est forcément plus pertinente si elle est donnée une minute après l'événement ou si elle est donnée un mois après l'événement? Si vous voulez, les événements du Capitole, pour prendre un exemple récent, et pas vraiment en phase, pas dans la santé, mais les événements du Capitole, est-ce qu'on les comprend avec un journaliste présent sur place qui commente l'assaut et qui décrit ce qu'il voit? Est-ce que là, le citoyen devant son écran comprend ce qui se passe? Quel est le fait historique qui se passe sous ses yeux? Ou alors, le citoyen comprendra-t-il ce qui s'est passé 2 semaines, 2 mois, un an après, une fois que l'événement aura sédimenté, une fois que l'événement aura pris une épaisseur, une fois que l'événement aura été mis en perspective, en contexte sociologique, politique, etc. Donc moi, je pense en fait, euh, euh, voilà, je pense qu'il est, moi, l'information, en fait, le raisonnement sur l'information pertinente, pour moi, c'est celle qui est originale, non entendue, vue ailleurs, légitime, puisque donc le fruit d'une réflexion rationnelle, etc. Mais c'est certainement pas une information qui va être dévoilée dans l'immédiateté de l'événement. Donc, la science critique, c'est se hâter lentement. C'est-à-dire, il y a une controverse qui est en train de se passer sous nos yeux. Par définition, la controverse qui se passe, qui se déroule, qui est en train de se faire, elle va avoir plusieurs vies, elle va prendre plusieurs dimensions, plusieurs orientations. Et là, l'idée du journaliste scientifique, c'est de ne pas vouloir participer à la concurrence médiatique. Néanmoins, c'est notre rôle social que d'informer sur des faits, que d'informer sur ce qui se passe. Donc, pour vous répondre assez concrètement, on attend de voir ce qui se passe, on s'instruit, on s'informe, on prend, ce que je disais tout à l'heure, des informations et des éclairages de la part des scientifiques, des ingénieurs, des politiques, des gens qui sont concernés, et puis on essaye de définir là-dedans la bonne question. Parce que le problème aussi du système médiatique, c'est qu'il est assez efficace, il est assez bon pour poser des questions secondaires ou pour rendre incontournables des questions qui ne se posent pas en réalité. Et normalement, le journaliste scientifique devrait avoir cette acuité de poser la question, la bonne question. Donc pour moi, la bonne question ne se trouve pas dans la précipitation. Elle intervient par l'analyse critique, par le recul, et le recul se passe par prendre le temps d'avoir des informations, de s'en référer, comme je le disais, à toutes les parties prenantes, et enfin de voir ce qui se passe dans le monde des sciences humaines et sociales. Donc très concrètement, sur le Covid-19, si vous voulez, à Sciences Critiques, on a été obligé, parce que malgré tout, les faits s'imposent au journaliste, c'est pas lui qui crée les faits, évidemment. Donc, on a été obligé depuis un an, si vous voulez, de considérer, de prendre, de voir ce qui se passait dans le Covid-19. Et donc, ce qui a été le parti pris pour nous, pour ne pas ajouter au bavardage, si vous voulez, ça a été déjà préférentiellement, en priorité, de donner la parole. Nous, ce qu'on fait à Sciences Critiques, c'est bien sûr un traitement journalistique de l'information, mais c'est aussi de donner la parole directement par des tribunes libres à des spécialistes, des experts ou des gens concernés qui vont élaborer des tribunes libres. Donc, qui vont écrire des tribunes libres pour nous. Donc, pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, mais en majorité, on a publié, on va dire, 6 ou 7 tribunes libres, parce qu'on est aussi dans un média qui est lent, c'est-à-dire que nous ne publions pas tous les jours, nous publions 2-3 articles par mois. Donc déjà, on ne peut pas. L'important aussi pour nous, c'est d'anticiper aussi pour donner des informations qui sont toujours valables. C'est d'anticiper et prendre de la hauteur pour donner en fait des informations et des analyses surtout qui sont valables 2 mois, 6 mois, peut-être même un an
après la survenue des faits qu'ils analysent. Donc déjà, c'est donner la parole, par exemple, à des associatifs, donner la parole à des chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont un point de vue que nous jugeons pertinent pour la compréhension de la controverse. Donc on apporte des briques d'éclairage à ce niveau-là. Et puis ensuite, il a été de passer beaucoup par des interviews. Donc, si vous voulez, des interviews par exemple de Frédéric Keck, l'anthropologue, des interviews de Étienne Descroly qui justement pose la question de l'origine du virus, voilà, naturel, modifié en laboratoire, etc. Donc on va essayer de trouver la question nouvelle pertinente qui fait sens pour comprendre les événements. Et puis dans les formats journalistiques, je vous dis, il y a les tribunes, parce que défendre un point de vue et le rendre au public, c'est extrêmement important. C'est de donner la parole directement dans une interview critique à des chercheurs critiques, des scientifiques critiques. Et puis, ce qu'il faut également pouvoir faire, mais c'est ce que nous ne faisons pas suffisamment, mais justement, précisément parce que la controverse est censée être mouvante, en fait, c'est des enquêtes de terrain, des enquêtes sociales. Mais sur ce genre de sujet-là, ces genres d'enquêtes peuvent vite devenir caduques. Si on prend par exemple la controverse de la chloroquine, par rapport à, voilà, il y a eu un coup de théâtre, si vous voulez, il y a quelques jours, quand l'équipe de Raoult a republié, enfin envoyé un courrier disant qu'en fait, effectivement, le traitement à la chloroquine n'était pas forcément efficace, etc. C'est bien que ça donne une compréhension de l'épidémie, et en tout cas de la controverse autour de la chloroquine, tout autre, et donc qui aurait rendu caduque l'enquête qu'on aurait faite à chaud au mois de mars. En revanche, voilà, on regarde comment la controverse se déroule, et dès lors qu'elle se stabilise quelque part, parce que les controverses, en fait, soit elles sont en cours, et donc là, il y a plutôt l'enjeu pour le journaliste, c'est de prendre conscience de tout ce qui se passe, puis il y a des controverses ensuite qui se stabilisent, typiquement sur le nucléaire, les déchets nucléaires, sur les OGM, enfin, des choses qui sont relativement stabilisées, on sait qui dit quoi avec quels arguments. Là, on peut revenir pour expliciter ces controverses. Mais dans le feu de l'action, et a priori, c'est un travail prudent, on s'entend bien, mais dans le feu de l'action, il n'y a que des coups à prendre quand on est journaliste scientifique, d'une certaine façon, quand on trouve ce genre de controverse. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, c'est de donner en fait, pour résumer, directement la parole aux acteurs prenants de la controverse, à des acteurs qui ont peu voix au chapitre aussi. Parce qu'une règle d'or du journalisme, c'est aussi de ne pas toujours donner la parole aux mêmes, ce qui est une tendance, un peu par facilité, par paresse, de donner toujours la parole aux mêmes personnes, aux mêmes experts, aux mêmes scientifiques médiatiquement. Il importe aussi pour nous, à la science critique notamment, de donner la parole à ceux qu'on entend peu, mais qui produisent un travail colossal, qui sont experts du sujet depuis des années, mais ils n'ont pas accès aux médias. Donc Science Critique défriche un peu, si vous voulez, est un peu un lanceur, d'une certaine façon, est un peu un média lanceur d'alerte aussi, quand on donne la parole à ces chercheurs scientifiques, associatifs, citoyens, plus ou moins éclairés, qui veulent participer à la compréhension de la controverse. C'est ce qu'on constate aussi, pardon. À l'espace éthique, il y a beaucoup de chercheurs, entre guillemets, de l'ombre, qui travaillent dans leur laboratoire, qu'on ne vient pas voir, alors qu'ils ont un témoignage très précieux et une réflexion souvent très poussée sur les enjeux de leur recherche. Moi, ce qui m'avait semblé intéressant dans l'édito qui est en ligne, qui est en une en ce moment de Science Critique, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement votre distinction éditoriale entre ce qui relève du savoir, ce qui relève du comprendre et ce qui relève des grands entretiens.
Ça me semblait assez intéressant. Voilà, le savoir, vous le définissez comme on va voir un petit peu comment ça se passe, comment se produit la science, quels sont les acteurs qui produisent la science, qui la diffusent, qui l'interprètent, qui la vulgarisent, etc. Le comprendre, c'est comprendre les grandes controverses. Donc là, on est un pas de plus, c'est-à-dire on va voir comment ces acteurs s'articulent les uns aux autres, etc. Et puis des grands entretiens pour laisser la parole justement à ces personnes, soit qu'on entend déjà beaucoup et qui ont un avis à donner, hein, qui est tout à fait légitime, soit à ces personnes qu'on entend moins et qui ont un avis tout aussi intéressant et légitime à donner. Alors, le festina lente attualentement, c'est intéressant parce que c'est aussi le travail finalement au-delà. Hein, vous parliez du journalisme scientifique, on pourrait parler du travail de l'historien aussi. Quand on fait de l'histoire, on se rend bien compte que l'événement crée une disruption, il crée une rupture qui à la fois permet de réinterpréter le passé, c'est-à-dire de manière rétrospective, ce qui nous a permis d'arriver à cet événement, tous les facteurs qui existaient précédemment et qui prennent sens à travers cet événement. Et puis, dans le futur, dans l'avenir, après l'événement, ce que l'événement change, ou ce qu'il ne change pas, ou quelles sont toutes les répercussions de l'événement. Donc effectivement, c'est un point dans l'histoire. Quand on juge qu'il y a un événement, il a des répercussions dans le passé et dans l'avenir. Et effectivement, d'un point de vue journalistique, on ne peut saisir ça sans parler du point de vue de l'historien qui vient encore après. Mais on ne peut saisir ça que quand se attend lentement, effectivement, l'actualité, ce n'est pas nécessairement l'actualité chaude, ça peut être aussi l'actualité prise de manière plus. C'est l'actualité d'une époque, c'est une actualité prise de manière un peu plus. Comment dire, lente, un petit peu plus lâche dans le temps, un peu plus, voilà, avec une durée plus longue. Alors, voilà, la question que je voulais vous poser par rapport à cette immédiateté ou par rapport à cette médiateté, au contraire, c'est est-ce que Science Critique est présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., qui sont dans une temporalité pour le coup frénétique? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur les réseaux sociaux en termes de médiation scientifique d'un point de vue journalistique? Voilà, ça c'était ma question. Est-ce que vous vous Ouais. êtes posé la question ou est-ce que pour vous, c'est pas un sujet? Alors, défendant et développant des points de vue critiques, comme vous l'avez compris, sur la science et les nouvelles technologies, considérant que les nouvelles technologies, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, peuvent avoir des effets pas forcément positifs sur la compréhension des phénomènes, sur la quantité d'informations que les gens reçoivent, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que on parle beaucoup de fake news et d'un Fox, etc. Mais la première source de désinformation, me semble-t-il, c'est déjà l'extrême quantité d'informations qu'une personne reçoit par jour. C'est-à-dire qu'il y a tellement de canaux de diffusion de l'information aujourd'hui qu'avant même de parler de manipulation, de théorie du complot, voilà, il y a déjà une forme de désinformation par ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a une quantité incroyable d'informations qui circulent et qui produisent peut-être plus d'ignorance au final que vraiment une conscience civique et citoyenne. Pourquoi? Parce qu'une information chasse l'autre. La hiérarchie des informations, qui normalement est un travail qui incombe aux journalistes, est complètement horizontalisée par les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu le monde du bavardage, du narcissisme. Ça a toutes les apparences du dialogue, mais c'est évidemment, ça n'a rien du dialogue. C'est le dialogue le plus. Ou alors, c'est plutôt de la confrontation de monologue. Donc, sur les réseaux sociaux, de façon très pragmatique, les médias ont quand même nécessité d'y être pour avoir de la visibilité. C'est-à-dire qu'un média comme Science Critique, qui a à peu près 3000 abonnés à sa newsletter mensuelle, euh, on n'a pas envie non plus de devenir un énorme média, mais on a envie que ce qu'on porte comme information, les réflexions que l'on porte, on les estime utiles, nécessaires politiquement, de façon pour les citoyens. Donc on a envie d'augmenter notre visibilité et forcé de constater qu'aujourd'hui, la société, les relations sociales, étant ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire quand même beaucoup médiées par la technique, par la technologie, et a fortiori dans un contexte de pandémie,
on ne peut pas faire l'impasse, l'économie, que d'être sur les réseaux sociaux. Donc, pour les réseaux sociaux, pourquoi? Donc, on ne fait que deux sur la multitude de réseaux sociaux qui existent, les deux plus importants. Pourquoi? Pour avoir une visibilité, ça c'est le principe de réalité, c'est-à-dire qu'on peut faire un très bon travail, mais s'il reste dans son coin, ça n'a aucun intérêt. Donc, le principe de réalité commande que l'on doit se rendre visible et de donner, faire ce travail de plaidoyer. Le travail de plaidoyer, il passe par beaucoup de choses, hein, parce qu'on fait des pièces de théâtre, on fait des conférences publiques, mais ce travail de plaidoyer passe aussi par les réseaux sociaux pour toucher des gens qui n'iraient pas spontanément voir science critique ou chercher science critique. Donc les réseaux sociaux, c'est une nécessité en termes de visibilité, mais si votre question porte plutôt sur l'intelligibilité de l'information, la qualité de l'information, la qualité du débat public à travers les réseaux sociaux, je pense que c'est un piège que de vouloir médier, faire de la médiatisation de l'information exclusivement ou en bonne partie sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu le monde du narcissisme, c'est l'impossibilité de développer des arguments, c'est la perte du lien direct avec son interlocuteur. C'est-à-dire qu'il est connu aujourd'hui que dès lors qu'une discussion s'établit sur les réseaux sociaux, il y a un moment où ça devient une discussion violente. C'est pour ça que dans l'édito, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de scandales médiatico-scientifiques de plus en plus virulents. Ils le sont virulents dans les médias classiques, les médias traditionnels, dans l'espace public tel qu'il existe depuis des décennies, mais il est a priori davantage, encore plus violent verbalement par les réseaux sociaux n'étant pas une technique qui est neutre. Hein, justement, les réseaux sociaux, il faut en être avec parcimonie pour pouvoir faire ce travail de plaidoyer le plus large possible. Mais il s'agit de ne pas sacraliser la technique, comme le dit le penseur Jacques Ellul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas estimer que plus on multiplie les informations, les canaux de diffusion, plus la vérité va jaillir et plus la compréhension du monde éclatera, jaillira aux yeux de chacun. Donc, il faut y être pour se faire connaître, a fortiori quand on a un média alternatif, mais effectivement, en faire une utilisation parcimonieuse, parce qu'on constate, et notamment aujourd'hui, hein, que les réseaux sociaux occasionnent quelques effets un peu délétères pour le débat public, une forme d'hystérisation, de violence, enfin, ça ne flatte pas uniquement les bons côtés de la nature humaine en l'homme, les réseaux sociaux. Et en fait, pour être en plus, si vous voulez, là, aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, Joe Biden a été investi. Et en fait, on a publié sur Science Critique ce que je trouve être une tribune libre extrêmement intéressante de Joël de Carsin, qui est un technocritique et qui analyse l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier à l'aune de l'utilisation par Trump des réseaux sociaux. Il analyse le fait que Trump n'a gouverné que par les réseaux sociaux. Et finalement, les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui ce qu'il appelle un nouveau cluster, un cluster de propagande, et que donc les réseaux sociaux sont tout sauf neutres. Je vous rappelle la différence quand même entre la presse, les médias classiques, où normalement là préside la déontologie, la vérification des faits, la hiérarchie des informations, ce qu'on ne retrouve pas dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a quand même une forme de relativisme absolu si on n'a pas la culture, si on n'a pas l'esprit critique. Parce que finalement aussi, il ne faudrait pas non plus diaboliser les réseaux sociaux. Je pense qu'un des pièges les plus importants, c'est de ne pas connaître, de ne pas savoir utiliser les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire que pour utiliser la technique aujourd'hui, il faut forcément avoir une culture de comment ça marche, de qui on est, de comment chercher l'information, quelle est la bonne information, quelle est la source fiable. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Ça, c'est un enjeu qui rejoint ceux du journalisme. C'est aussi
de faire de la pédagogie, enfin, en fait de prévoir des formations ou des cours de critique des médias à l'école, en primaire, au collège. Il y en a, mais peut-être pas suffisamment, pour justement donner des outils, des armes aux plus jeunes, notamment à la plus jeune génération, pour qu'ils puissent comprendre comment est diffusée l'information en ligne, d'où vient Internet, et avoir ce travail d'analyse critique. Donc les réseaux sociaux, j'en fais pas forcément un portrait très élogieux de ce que j'en vois, de l'expérience personnelle que j'en fais, mais il est aussi utile en dernier ressort pour un journaliste pour prendre le pouls, pour prendre la température. C'est aussi un indicateur de débat public, finalement, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être en tant que médiateur, faut-il être moins actif sur les réseaux sociaux, mais davantage être un peu plus actif, un peu plus passif, pardon, au sens où les réseaux sociaux sont des bons indicateurs des tensions, des controverses, des questions, en tout cas des préoccupations des gens à un moment donné. Oui, effectivement, ça fait écho avec ce que vous dites sur la structuration du débat sur les réseaux sociaux. Ça fait écho au travail de Karine Demuth-Labouze, hein, qui est maître de conférences en biochimie, qui travaille beaucoup avec nous sur les enjeux éthiques dans la crise sanitaire, et enjeux scientifiques, et qui a fait cette analyse, hein, de la structuration du débat public sur les réseaux sociaux. Donc elle analyse ce qui se passe, et de la même façon, ça fait écho aussi avec le point de vue de plus en plus de journalistes américains, et notamment suite à une tribune parue dans le New York Times il y a peut-être un an ou un an et demi, disant que les réseaux sociaux sont davantage utiles pour comprendre les mouvements qui se passent au sein, enfin, dans la structuration des débats ou l'émergence de mouvements, plutôt que d'y intervenir. Donc finalement, il y a beaucoup de journalistes qui commencent à avoir cette position-là, d'être des observateurs plutôt que des personnes engagées éditorialement sur les réseaux sociaux. Donc c'est une question qui se pose autour notamment de cette fameuse phrase, hein, de Marshall McLuhan que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, le médium, le message, c'est le médium. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas diffuser un message qui s'opposerait à la, comment dire, à l'infrastructure du médium tel qu'il est prévu. Donc, effectivement, Twitter, c'est fait pour créer la polémique, pour diffuser des petits messages, être très incisif, etc. Donc, on ne va pas commencer à faire de la grande philosophie sur Twitter. Ça paraît compliqué, effectivement. Peut-être pas impossible, hein, il ne faut pas se fermer aux choses, mais très compliqué en tout cas. Et puis, ça pose la question de ces formats, comme le format brut, effectivement, de vidéo, de quelque chose d'un peu, comment dire, spontané, impulsif, qui joue davantage sur l'émotion plus que sur la réflexion, et cetera. Donc, voilà, il y a de nouveaux formats journalistiques qui jouent complètement sur les codes des réseaux sociaux, qui sont faits pour être diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'il faudrait mener une réflexion là-dessus. Mais peut-être pour conclure notre échange, une question, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais peut-être est-ce que finalement il ne faudrait pas définir euh, toute une suite enfin, en tout cas mener une suite de réflexions éthiques sur le rôle du journalisme scientifique, sur la responsabilité du journaliste scientifique dans le débat public, non pas un code déontologique qui peut exister par ailleurs dans le journalisme, mais une vraie réflexion sur les conséquences, les finalités du journalisme scientifique, les différentes valeurs qui sont portées. Peut-être que à la suite de notre échange, ça serait intéressant peut-être de continuer la réflexion en se posant cette question, en essayant de décortiquer différentes postures du journalisme scientifique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Elle est excellente. Je pense que si on est un journaliste critique voilà, euh, qui a à cœur de provoquer le dissensus, de valoriser l'esprit critique comme un outil de l'intelligence, comme un outil essentiel du débat public démocratique, euh, si, quand on est journaliste, on a ça chevillé au corps, mais si par un réflexe, je ne sais pas, de protection, on se refuse à soi-même cette réflexivité critique,
effectivement, on se place dans le rôle du donneur de leçons, de la position de surplomb, de la personne, d'une corporation qui est en dehors de la société, si ce n'est au-dessus. Et évidemment que le journaliste scientifique, comme ce que j'ai dit en fait sur les controverses sociotechniques, il y a une multiplicité d'acteurs, et en fait, ce que je n'ai pas dit encore, mais c'est que le journalisme et les journalistes sont des acteurs, sont des parties prenantes de la controverse. Un article qui sort dans un média, une émission de télévision, un contenu sur les réseaux sociaux, infléchit, enrichit, interfère dans la controverse. Donc, ne serait-ce que de ce strict point de vue-là, il est évidemment nécessaire que le journaliste scientifique pose un regard critique sur ses propres pratiques. Et ça, c'est évident en termes de sociologie, voilà, qui sont les journalistes scientifiques, quelle est leur formation, également questionner leur pratique, mais questionner plus encore, effectivement, la finalité de leur place, leur rôle, leur responsabilité. Et ça, moi, j'appelle de mes voeux, évidemment, à ce qu'il y ait cette réflexion critique sur le métier de journaliste scientifique qu'il n'y a pas encore complètement, à mon sens. Vous avez compris que moi, je n'ai rien contre la critique, notamment pour la raison que la critique, elle n'est pas uniquement quelque chose qui détruit, qui dévalorise. La critique, comme on l'entend dans l'art, la critique d'art, la critique de cinéma, la critique musicale, elle est là pour donner un point de vue, argumenter sur une production, sur des créations humaines, comme peut l'être la science, et que cette critique, elle modifie, elle améliore, elle peut contribuer à améliorer. La critique, pour moi, elle n'est pas vue dans ce sens négatif absolument, elle est vue au contraire comme quelque chose de très positif, porteur d'espoir, porteur de plein de potentialités, pouvant ouvrir un champ des possibles plus grand encore. Donc évidemment qu'il faut que les journalistes scientifiques, pour déjà faire face aux mutations de leur profession d'une part, et aussi pour bien comprendre le monde dans lequel ils sont, on a absolument besoin, tout comme les scientifiques, de se poser la question de leur responsabilité sociale et politique. Et donc, moi, je souscris complètement à cette idée, et même plus encore, si à la fin de cette journée, il y a des volontés ou des initiatives qui naissent, je suis tout à fait intéressé pour me prendre compte et peut-être m'y associer. Je trouve ça absolument nécessaire. Bon, merci beaucoup, Anthony Laurent. Bon, alors, on retient cette idée qu'on va peut-être mettre sur pied à l'espace éthique. Et puis, voilà, une belle ouverture sur la pensée critique, qui n'est pas la critique au sens uniquement de la dénonciation du mécontentement, etc., mais qui est la critique au sens noble du terme, au sens philosophique, au sens des penseurs critiques qui n'ont de cesse d'analyser, de décortiquer, de différencier, de distinguer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Anthony Laurent, d'avoir participé à cette journée, et à très bientôt à l'espace éthique. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà pour l'entretien avec Anthony Laurent. Effectivement, le son est un petit peu difficile à entendre parfois, mais je pense que voilà, on a tous entendu le message principal qui était passé. Alors, ce que je vais faire, puisque on a un petit peu dépassé le temps, c'est prendre 5-10 minutes pour peut-être lire et répondre très rapidement aux différentes interventions des internautes là, sur cette question. Il y a eu beaucoup d'échanges, d'ailleurs, c'était passionnant de les lire au fur et à mesure. Alors, Tania Louis nous dit « C'est une vision assez réductrice de la vulgarisation. Il serait naïf de la part des vulgarisateurs dont je fais partie de considérer le public comme ignorant. » En fait, les démarches des vulgarisateurs et des journalistes scientifiques sont proches sur de nombreux points. J'ai l'impression que ce discours ouvre quand même la possibilité de voir se tenir des débats. La Terre est plate, donnant la parole à des astrophysiciens et des citoyens lambda en considérant chacun comme autant légitime que l'autre. Oui, alors c'est deux sujets un peu différents. Alors effectivement, Anthony Laurent, il n'a pas il est revenu sur cette idée de la démarche de vulgarisation ou de médiation scientifique en disant qu'il fallait donner la parole aux personnes, mais en remettant en contexte leur prise de parole, justement. C'est pas l'idée d'avoir une parole unifiée, scientifique, politique, associative, etc., tous sur le même plan.
Justement, c'est l'idée de remettre en perspective les prises de parole. Alors, sur cette question de la vulgarisation comme vulgarisation qui établit une inégalité entre les médiateurs et les publics, ouais, évidemment, c'est une question qui a été énormément traitée en sciences sociales, énormément traitée chez les médiateurs et les vulgarisateurs. Bon, l'idée, c'est pas de la trancher comme ça en 5 minutes, mais effectivement, c'est une question qui est sans cesse posée et reposée, et notamment dans un livre fondamental hein, de Jacques Rancière qui s'appelle Le Maître ignorant. Alors, Morin Cobb nous dit « La question essentielle n'est pas de savoir si la Terre est plate, c'est de comprendre comment les représentations de chacun avant toute action d'information, surtout en matière de santé publique. » Donc, c'est une autre manière de répondre effectivement à la question de Tania. Alors, Pierre Aumont nous dit comment gérer journalistiquement les contradictions scientifiques, notamment celles largement étalées dans les médias par de nombreux médecins à propos de la pandémie. Bon, c'est un petit peu la même réponse. Je ne veux pas parler pour Anthony Laurent, mais effectivement, c'est la remise en perspective de leurs paroles. Voilà. Dans le cadre, si les journalistes étaient capables, si les journalistes faisaient ce travail très utile de remettre en contexte la pluralité des sciences, l'incertitude scientifique, la démarche scientifique, quelle méthodologie on met en œuvre, le fait qu'une étude a été faite dans des conditions très particulières et donne tel type de résultat, et qu'une autre étude faite dans d'autres contextes donne d'autres résultats. Voilà, ça pourrait effectivement répondre à cette question. Alors, sur l'éthologie, je passe parce que je ne sais pas. Voilà, je suis d'accord, effectivement. C'est une remarque qui est posée. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de perspective pas tant savoir à qui donner la parole que d'être en mesure d'aller voir sur quoi s'appuient ces affirmations et donc de faire du terrain. Oui, ça, effectivement, je ne crois pas que ce soit la démarche première de sciences critiques, mais ça, encore une fois, je ne veux pas du tout parler à la place d'Anthony Laurent, mais effectivement, il y a cette démarche de journaliste qui n'est pas uniquement un journaliste d'idées, et qui doit aller voir aussi sur le terrain la manière dont ça se passe, la manière dont ça se passe dans les laboratoires, et faire à la fois des recherches et des comptes rendus de ce qui s'y passe. C'est ça qui pourrait être aussi passionnant, de voir la science se faisant dans les laboratoires, les questions qui se posent sur le terrain et la manière dont on a d'y répondre. Alors, Laetitia Dinouno, indépendamment de cette problématique de vulgarisation et de médiation, est-ce qu'il ne manque pas aussi une dimension démocratique dans l'organisation médiatique, notamment pour pallier à ce sensationnalisme, etc. Ça, c'est une recherche qui est faite notamment par Julia Cagé. Donc, vous pouvez vous renseigner sur les travaux de Julia Cagé sur les médias, hein, qui est assez passionnante. Elle réfléchit justement à cette question des médias et de la démocratie. Donc, je vous renvoie plutôt vers ces travaux. Alors, Tania Louis, à nouveau, qui nous dit « Et les réseaux sociaux sont des outils, leur impact et leur pertinence dépendent de l'usage qu'on en fait. » Donc ça, effectivement, Anthony Laurent a répondu finalement après cette remarque à cette question, hein, en disant qu'il y avait plusieurs manières de s'approprier ces réseaux et qu'il faut développer des savoirs et des savoir-faire pour ça. Et enfin, François Bontemps, ne faudrait-il pas rajouter une dimension critique technique, c'est-à-dire d'être en mesure à nouveau de faire une critique des données, techniques et méthodes? Une fois de plus, bien des controverses n'en sont plus quand on va lire le contenu des papiers. Oui, ça effectivement, oui, ça c'est effectivement, je souscris à cette démarche-là, hein, de faire de la critique technique dans le sens réflexion sur les techniques et sur les sciences. D'ailleurs, cet après-midi, on va faire ça en partie avec Vincent Israël Jost, une réflexion sur les sciences et sur leur rapport dans le débat public. Sur cette dernière remarque, je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à 14 h pour la table ronde communication et santé publique qui sera animée par Anne-Caroline Claus-Verdreau et en attendant, je vous souhaite bon appétit. À très bientôt, à tout à l'heure.